Donc voilà. Le mot de République, Patrick Savidan, grossièrement résumé, si on s'en tient à une alternative, désigne d'abord une structure, qu'on peut appeler peut-être la structure d'un gouvernement légitime. Un gouvernement, une organisation de la communauté politique qui repose sur la souveraineté de la loi, l'égalité de tous devant la loi, de sorte que, de ce point de vue, nous sommes tous républicains. Si être républicain, c'est être attaché à l'égalité de tous devant la loi, à l'impartialité de l'État, au refus des privilèges indus, de ce point de vue, nous sommes tous républicains. Mais il y a une différence entre être républicain et être un républicain, dans la mesure où le mot de république désigne aussi, me semble-t-il, donc non seulement une structure, mais également une valeur, ou plus exactement un ordre de valeurs, une hiérarchie de valeurs, au sommet desquelles se trouve peut-être l'idée de nation, l'attachement à l'idée de nation, et l'attachement à l'idée de la participation directe des citoyens, sous la forme notamment référendaire. Et de ce point de vue, nous ne sommes pas tous républicains. De parfaits républicains peuvent s'opposer aux républicains, au motif par exemple que la nation n'est pas forcément le meilleur ciment d'une communauté politique. Au motif également que la participation de tous ou l'abus de référendum débouche parfois sur ce que Tocqueville appelle la tyrannie de la majorité. Autant de problèmes qu'on va évoquer aujourd'hui avec vous, Patrick Savidan, puisque vous réfléchissez sur ces questions, vous présidez l'Observatoire des inégalités et vous dirigez cette revue, une excellente revue, la revue Raison publique, qui se pose précisément ce genre de questions. Mais avant cela, je voudrais juste savoir, pour partir, comment s'est opéré ce passage de la République comme une structure à la République comme une opinion, de la République comme institution à la République comme valeur. Mon sentiment, c'est qu'elle était d'emblée doctrine. Elle était d'emblée doctrine, simplement, ce qui s'est produit, c'est qu'à un moment est intervenue la conscience de la République comme doctrine. Et c'est donc à la faveur de certains types de débats que d'un seul coup, la République a pu apparaître comme quelque chose qui valait d'être défendu face à des forces de déstabilisation de ce qu'elle pouvait représenter de manière forte. Mais ce qui est intéressant de ce point de vue-là, c'est de constater que la question que vous posez obtient des réponses très très différentes suivant que l'on se situe en France ou à l'étranger. À l'étranger, les personnes... Parce qu'il y a une pluralité de républiques possibles. Bien sûr. On parle même de république islamique. Tout à fait. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que si on prend par exemple des chercheurs qui travaillent sur ces questions à l'étranger, ils vont avoir une conception beaucoup plus minimaliste de la République, au sens où elle indiquera ou elle traduira simplement un certain type de rapport à la loi, ce sur quoi vous avez insisté. Et lorsqu'on l'interprète en France, on constate qu'effectivement, c'est quelque chose qui charrie tout un ensemble de valeurs qui sont structurées de manière plus ou moins homogène, d'ailleurs, suivant les manières de le penser, et induisant du coup ces tensions avec certaines tendances sociales qui peuvent être contradictoires avec la manière dont ces valeurs se sont structurées. Je prends tout simplement un exemple qui pourra paraître peut-être un peu théorique, c'est la question de savoir si la République est quelque chose qui se veut neutre, sur le plan éthique, au fond, sur le plan des valeurs, sur le plan normatif, ou est-ce que c'est quelque chose qui a un contenu normatif, contraignant, prescriptif peut-être, avec des indications très très nettes sur ce que signifie dans cette société-là, aujourd'hui, que d'être un bon citoyen. Cette alternative, elle est mise en scène, exprimée. C'est quand même un privilège de travailler avec des gens qui sont capables d'agrandir à ce point une fresque, une série de fresques. Ce sont les effets du bon et du mauvais gouvernement. C'est une série de fresques de Ambrogio Lorenzetti, magnifique, absolument magnifique, où l'on a à la fois justement l'idée d'une structure et en même temps l'idée de ce qu'est ou doit être ou devrait être un bon et un mauvais gouvernement. Tout à fait. Alors c'est un ensemble d'images absolument remarquables qui en même temps montre tout ce que l'artiste peut apporter à la réflexion théorique, à la philosophie politique. Quentin Skinner, l'historien britannique, a écrit un très très beau livre sur ce sujet qui s'appelle « L'artiste en philosophe politique ». Et là, on a vraiment une sorte de traité
majestueux, très complet, avec un ensemble de significations qu'on pourrait, à la faveur d'une sorte d'enquête iconographique, manifester, déployer de manière très très dense, très très riche. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que par rapport à la question que vous posiez pour commencer, on a d'emblée l'idée que la République, ce n'est pas qu'un dispositif institutionnel. On voit tout de suite qu'on a des valeurs qui sont exprimées, la paix, la fortitude, c'est-à-dire la force ou le courage, la prudence, la magnanimité, la tempérance, la justice. Tout montre qu'on a une sorte de constellation au sens de Walter Benjamin, c'est-à-dire un champ de force de valeurs qui fait sens et qui pointe dans la direction de ce que devrait être un très très bon gouvernement, avec bien sûr l'idée que seul un très bon gouvernement peut produire de bons effets. C'est vraiment l'idée. La prospérité. Donc il y a un lien entre une morale et une structure. Tout à fait. Et que la morale, et c'est peut-être la vérité de Tocqueville aussi de l'avoir révélé, la morale va animer la structure. Et la structure, sans cette morale, d'une certaine manière, va être quelque chose de vide, quelque chose de sclérosé, quelque chose qui devra passer en force et sans doute poser énormément de problèmes. Alors cette fresque, elle se lit de cette manière, en fait, hein, de la gauche vers la droite. Et qu'est-ce qu'on remarque de manière très très intéressante? C'est qu'en face, on a une représentation de la sagesse qui va informer, en fait, l'idéal de la justice. Donc on a déjà, par rapport à certains débats contemporains dans le domaine des théories républicaines, l'idée assez forte que la justice, ce n'est pas quelque chose qui s'oppose à une certaine vision du bien. La justice est fondée, nourrie par une certaine représentation de la sagesse. Et cette représentation de la sagesse, d'une certaine manière, alors je sais que Quentin Skinner, sur cette question-là, est pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que lui, il a essayé plutôt de montrer qu'il n'y avait pas une influence aristotélicienne sur ces questions-là. Mais néanmoins, on voit assez très nettement qu'on a deux visions de la justice qui correspondent aux catégories de la justice au livre 5 de l'éthique à Nicomaque, avec la justice distributive et la justice commutative, avec celle qui, en quelque sorte, répartit les biens de manière proportionnelle et celle qui se préoccupe de répartir de manière arithmétique, de manière égalitaire. Ça donne tout de suite quelque chose de complet. La République et la justice va traiter les individus de manière égale et va à la fois leur donner ce qui est leur dû, ce qui est la définition de la justice dans cette perspective-là, et puis avoir une approche rétributive, c'est-à-dire punir ceux qui ne respectent pas la loi. Ensuite, on a l'idée d'une concorde qui va justement procéder d'une justice qui fonctionne. Et ce qui est très très intéressant dans cette image-là, c'est que la concorde tient sur ses genoux un rabot. Le rabot, c'est celui qui gomme les aspérités, c'est celui qui gomme les dissensions, c'est celui qui aplanit d'une certaine façon le champ social pour expliquer, alors ça posera peut-être des problèmes ensuite en termes de représentation de l'égalité et de l'égalisation, des processus d'égalisation, mais en tous les cas, c'est la condition de la cohésion sociale. Et on voit donc que d'emblée, dans les premières représentations, dans les premières manières de penser la République, on a eu cette idée que des inégalités trop marquées avaient pour effet d'introduire de la discorde, de la séparation, de la perturbation, de la déstabilisation de l'idéal républicain. Et si on fait simplement un rapprochement entre ces deux images, vous voyez que vous avez le rabot de la concorde, et là, vous avez dans la vision la représentation du mauvais gouvernement, qui, ici... Gouverné par l'avarice et la vaine gloire. Voilà, et la tyrannie. C'est l'image de la tyrannie comme contraire du bon gouvernement. Et là, vous avez la scie. La scie, c'est celle qui met des segments, qui sépare, qui divise la société par opposition à la concorde, qui égalise de manière relative, hein, il faudra éventuellement revenir sur ces questions-là, la scie qui va pouvoir créer un effet de discorde. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez une corde qui passe de la sagesse à la justice, passe par la concorde, et que vous trouvez ensuite des citoyens, qui sont au nombre de 24, qui représentent l'ancien gouvernement de Sienne, qui tiennent la corde. Et la corde, c'est la loi, d'une certaine manière. Ils tiennent la corde. Et on peut les opposer, de manière très très intéressante, à ceux qui n'ont pas respecté la loi. Ils ne tiennent pas la corde, ils sont tenus par la corde. Venez avec moi, parce qu'on va avoir une illustration très concrète de ce dont on a ici l'allégorie. C'est une image, ce sont les Jeux Olympiques à Pékin. Et on a ici l'image d'une file réservée aux officiels. Je passe sur le fait qu'un régime pseudo-égalitaire comme la République populaire de Chine, peut-être mal nommée ici d'ailleurs, sur le fait qu'un régime pseudo-égalitaire pratique abondamment des inégalités et des structures
objectivement hiérarchique, fidèle en cela d'ailleurs à un héritage confucéen. Mais ce qui est intéressant ici, c'est d'observer à quel point la question même du privilège peut mettre en cause, justement, l'idée de république telle qu'elle est représentée dans l'allégorie qu'on a regardée. Oui, pour bien percevoir à quel point une telle image peut être choquante d'un point de vue républicain, il faut mesurer l'importance que peut jouer la représentation de la loi dans la construction de l'idéal républicain. La loi, elle répondait en fait à plusieurs exigences. Il suffit de voir le contrat social de Rousseau pour s'en rendre compte. Elle devait être appliquée à tous, c'est-à-dire personne ne devait être au-delà de la loi. Elle devait être générale dans ses objets et dans ses sources, et puis surtout elle devait être impersonnelle et ne viser aucun groupe en particulier et ne bénéficier à aucun groupe en particulier. Et de la même façon d'ailleurs qu'elle ne doit pas être rédigée à la faveur d'un phénomène d'actualité. C'est une façon d'obéir à un groupe. Tout à fait. L'idée c'est que la loi étant le nerf en quelque sorte de la construction républicaine, il est extrêmement important de prendre soin de la loi. La loi, dans cette perspective républicaine, c'est précisément ce qui ne constitue plus un obstacle à la liberté, mais qui devient la condition de possibilité de la liberté. Il y a des très très belles phrases de Rousseau sur cette question où il explique que obéir à la loi, ce n'est pas servir, et que le peuple, lorsqu'il obéit à l'organe de la loi, n'obéit pas aux hommes. C'est liberté que d'obéir à la loi qu'on s'est soi-même prescrite, dans la mesure où si la loi est l'expression de la volonté générale, nous sommes les auteurs de la loi à laquelle on est entre guillemets soumis. Et donc c'est s'obéir à soi-même, d'une certaine manière. Et là, ce qu'on a l'image, c'est l'image d'une loi qui a été faite pour une catégorie d'individus. Alors il faudrait bien sûr complexifier le schéma. Les républiques peuvent aussi comprendre des moments d'exception, des moments d'aménagement par rapport à la question du rapport à la loi. Mais néanmoins, ces aménagements, ces exceptions sont eux-mêmes régulés par la loi. Là, on a l'idée d'un privilège, c'est-à-dire d'une loi privée qui bénéficie à un groupe en particulier. Et de ce point de vue-là, ça traduit une forme de déstabilisation extrêmement importante qui là, bien sûr, s'exprime dans un contexte en plus autoritaire, mais qui est aussi patent dans des républiques plus démocratiques, telles que la France, où on observe un certain nombre de passe-droits et un certain nombre de privilèges, qui sont deux formes un peu distinctes de déstabiliser. Alors, il faut distinguer le privilège, par exemple, du fait que quand un policier met son gyrophare, la loi, en un sens, ne s'applique plus. On ne sort pas forcément du champ républicain quand un policier se donne le droit de brûler un feu rouge parce qu'il y a une urgence ou parce qu'il y a une nécessité objective à le faire. Tout à fait. Mais là, en l'occurrence, l'usage qu'il fait de cette liberté est lui-même encadré par la loi et il est indexé sur une représentation de l'intérêt général. Donc on n'est pas dans un système d'extériorité par rapport à la loi. Donc l'idée, celui qui passe le droit, celui qui outrepasse le droit, c'est d'emblée une atteinte à la représentation de la communauté politique. Elle introduit de la division dans le corps social. Elle met en danger finalement la représentation du peuple comme peuple un. Et de ce point de vue-là, ça crée tout de suite des difficultés assez fortes. De sorte que donc l'introduction de privilèges est dissout la notion même de république. La notion déjà, de république... le maintien d'un certain nombre de privilèges, puisque pour certains d'entre eux, on peut considérer qu'ils ont simplement été aménagés, mais pas complètement éradiqués. Et puis la réintroduction, ou la transformation, ou la réinterprétation finalement de ces privilèges dans un contexte démocratique. Et à l'inverse, ce qui met en cause également la République, c'est la suppression non plus des privilèges, mais des droits élémentaires, c'est-à-dire la question de l'exclusion. On joue toujours avec la République, avec l'idée de République, entre un effet de structure et des valeurs. Et on voit à quel point les deux sont en un sens indissociables. C'est une photo magnifique, une photo de structure et des valeurs. Et on voit à quel point les deux sont en un sens indissociables. C'est une photo magnifique, une photo de Dorothy Shoes, s'appelle No Way, photo sublime, où l'on a ici d'ailleurs comme une allégorie, une métaphore de l'ascenseur social ou de l'échelle sociale, qui aurait le graffiti d'une échelle sociale, qui aurait laissé de côté l'individu qui, abattu, se trouve assis, désemparé devant une grille qui lui reste obstinément fermée. Oui, c'est une jeune photographe extrêmement douée qui a produit donc cette image et qui peut donner lieu à multiples interprétations. Il n'est pas évident que celle que je privilégie, qui correspond à la vôtre, soit celle qu'elle avait en tête. On pourrait aussi y voir le songe de Jacob.
avec des anges qui montent et une image de l'échelle de l'au-delà, Jacob, oui, bien sûr. qui monte au-delà de Dieu, qui regarde les hommes avec bienveillance et qui va les protéger. Mais ma lecture correspond effectivement plutôt à celle-ci, c'est-à-dire une sorte d'image d'ascension désertée, impossible. En même temps, on ne monte pas une échelle qui serait un graffiti. Il y a une image de l'illusion en même temps, de cette aspiration que devrait traduire l'idéal républicain qui consistait à dire que la répartition des titres, la répartition des avantages dans une société doit se faire en fonction du mérite et non pas en fonction de la naissance. Puisque la naissance était un mode aussi très, très rationnel, pour une époque qui n'est plus la nôtre, de répartition des titres et des avantages. On en vient ici quasiment à l'origine même de la République, de la chose publique, il faut quand même dire son étymologie, hein, de la République, la res publica, qui est la lutte contre les gouvernements dynastiques. Tout à fait. C'est-à-dire l'introduction d'un gouvernement légitime, populaire, ou plus exactement dicté par le peuple, où le peuple est souverain. Avec la possibilité, en même temps, de correspondre aux nouvelles données sociales d'une modernité qui est en train de se construire, où les rapports sociaux deviennent beaucoup plus fluides et où les individus aspirent de manière très très légitime à pouvoir construire leur propre destin de manière beaucoup plus individuelle, de manière beaucoup plus volontaire, beaucoup plus délibérée. Et là, précisément, ce qu'on aurait l'occasion d'observer, c'est un immense raté. C'est-à-dire le fait qu'un individu se découvre abattu précisément parce qu'il se trouve dans l'impossibilité de saisir cette promesse de liberté et d'égalité que la République a pu lui faire en lui indiquant que les moyens qui seraient au service de cette liberté et de cette égalité, ce serait la fraternité. Donc pour moi, cette image-là, d'une certaine manière, traduit d'une part les impasses d'une certaine manière de pratiquer l'égalité des chances. Je pense qu'on peut conserver, qu'on doit conserver l'égalité des chances, mais que néanmoins, les circonstances dans lesquelles on les pratique aujourd'hui sont plus favorables. Et puis en même temps, il y a l'idée que cet individu subit une sorte de double peine. C'est-à-dire que non seulement il ne réussit pas dans le système d'égalité des chances qui correspond à une sorte de paradigme de justice concurrentielle, chacun contre soi, c'est intéressant cette idée de justice concurrentielle, puisque ce que vous appelez l'égalité des chances, ça n'est pas l'égalité arithmétique tout court. Non. C'est le fait de se donner la même ligne de départ. La même ligne de départ. Ce qui est donc la condition de possibilité de la concurrence. La concurrence. Avec l'idée que l'État, dans une telle conception... Il n'y aurait pas de concurrence si on ne partait pas du même point, pardon. Tout voilà, à fait. Juste pour rappeler ça. Avec simplement peut-être une conception de l'État dont la fonction serait de déblayer les obstacles arbitraires devant les individus, les discriminations, de quelque nature que ce soit, et puis de mettre à disposition des individus les moyens qui vont leur permettre de rentrer à armes égales dans la compétition. Mais double peine parce qu'en même temps, au sortir de cette dynamique-là, l'individu est en même temps coupable de ne pas avoir réussi. Et en ce sens, on pourrait peut-être dire avec Nietzsche que la doctrine de l'égalité des chances, lorsqu'elle dysfonctionne comme elle dysfonctionne, relèverait bien d'une métaphysique du bourreau. Une métaphysique du bourreau. Ou tout simplement, il est coupable de ne pas avoir réussi. D'accord. On retrouve ici des textes de Nietzsche, c'est aussi contre la démocratie. Alors, en fait, c'était plus par rapport au christianisme, lui, qu'il parlait. Quand il analyse les conditions du libre arbitre, il explique que la responsabilisation des individus passe aussi par la volonté de vouloir les condamner. On a deux éléments, donc deux ferments, deux dissolvants de la République, deux façons de dissoudre la République, le privilège, l'exclusion, les inégalités. Troisième peut-être élément, c'est le communautarisme. On a voulu prendre pour exemple ici des femmes en niqab. Je précise ici qu'il ne s'agit pas de burqa, mais de niqab, la burqa étant une cage qui recouvre jusqu'aux yeux. Nous avons ici une petite ouverture, une meurtrière qui permet aux yeux d'apparaître, aux yeux eux-mêmes d'être vus. Ce qui est intéressant ici, deux choses. D'abord, on va parler de la question du communautarisme en République, c'est-à-dire de la valorisation de l'appartenance à une communauté comme telle, quelle que soit naturellement cette communauté. La deuxième chose, c'est la place qu'occupe la société marchande à l'intérieur même de cela, puisqu'on a ici une femme qui a un téléphone portable et un sac Gap, pour ne pas citer la marque, en bandoulière. Oui, c'est une image qui est vraiment saisissante. On est à Munich, là. Hein, à la fois parce que, par l'effet de cadrage, on a le sentiment qu'il y a une sorte de vide qui se crée et d'une interrogation, une perplexité, peut-être même une forme d'effroi. J'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup de gens de ces questions-là et certaines personnes me disaient être en quelque sorte saisies par des formes d'effroi, tout simplement parce que c'est une image qui est particulièrement étrangère à une société qui s'est construite sur l'idéal d'une certaine neutralisation de l'espace public, qui est tellement puissante
qu'elle investit même le champ social. Le paradoxe, c'est que la neutralisation de l'espace public dont vous parlez repose sur le fait de montrer son visage, c'est-à-dire d'exhiber en même temps ce qui fait de nous des individus différents. Alors ça se prête à interprétation. C'est-à-dire qu'a priori, on pourrait considérer que dans l'espace public, chacun a le droit de s'habiller, de se mouvoir de la manière qui lui importe et qui lui agrée, dans la mesure où il ne représente pas une menace pour la sécurité ou un danger pour l'ordre public ou quelque chose de cet ordre-là. Mais là, ce qu'on a, c'est donc cette image où on sent tout de suite une très très forte incarnation de l'altérité par rapport à une société comme la nôtre, et construite sur des principes républicains où la laïcité joue un rôle essentiel. Et puis, en même temps, on a l'image d'un groupe de personnes qui est parfaitement intégré. Donc c'est une manière d'être à la fois dehors tout en étant dedans, ce qui est d'ailleurs la caractérisation sans doute la plus juste de l'altérité. L'altérité, c'est jamais l'altérité radicale. On la perçoit comme autre, et autre, c'est aussi un statut social. C'est une manière d'être dans la société. Ça, c'est Foucault qui le dit. Oui. Alors l'idée en même temps, c'est que ces individus qui sont à la fois dehors et dedans subissent des formes de stigmatisation qui sont très très importantes. Et la question, c'est de savoir s'il y a une légitimité finalement à la fois à leur comportement et aux attitudes qu'on peut adopter. C'est-à-dire la question du lien ou du lien de cause à effet qu'il y aurait entre l'exclusion d'une communauté et la constitution de cette communauté. Qu'est-ce qui est premier, de l'œuf ou de la poule? Est-ce qu'une communauté se constitue elle-même à l'exclusion d'un ensemble plus vaste, ou est-ce que cet ensemble plus vaste, excluant certains membres d'une communauté, favorise le développement du communautarisme? Alors, moi, je poserais le problème un petit peu différemment. C'est que la République s'est construite sur un programme d'universalisation qui est extrêmement ambitieux, extrêmement puissant, qui consiste à dire que précisément être citoyen, ça suppose d'exercer une forme de liberté, une forme d'égalité qui se construit par abstraction des différences. Or là, par rapport à un complexe social, culturel déterminé, là, on a un affichage extrêmement marqué d'une différence à laquelle on peut rattacher des événements, etc. Donc, d'une certaine manière, c'est une perturbation dans ce que Pierre Rosanvallon appelait la généralité utopique, d'une certaine manière, qui était de produire l'homogénéité par le recul des différences. Donc on a une inversion par rapport au système ancien, où la différence était le principe de la structuration du social, un vecteur d'intégration sociale, et où la différence dans le système moderne, dans le régime de la modernité, devient accessoire par rapport à ce qui est le plus important, c'est-à-dire le fait qu'on soit des semblables. Donc on a une sorte de chassé-croisé, et l'enjeu finalement qui se trouve aujourd'hui formulé, c'est la question de savoir si on peut réinjecter une dose de différence dans la République, pas pour aller contre l'égalité, mais pour aller plus loin dans la réalisation de la liberté. Et là, sur ces questions-là, les avis sont très très partagés. Et en particulier d'ailleurs à l'heure où on discute, Patrick Savidan, puisque à l'heure où nous enregistrons cette émission, l'actuel gouvernement, qui est le gouvernement de François Fillon, entend instaurer une loi qui interdirait le port de la burqa sur le territoire de la République. Ou du niqab. Rappelons ici, voilà, précisément. Or, cette disposition, alors certains diront que le Conseil constitutionnel ne validera jamais cette loi, et ainsi de suite, mais indépendamment de ces débats, il y a ceux qui disent qu'une telle loi aurait pour effet de renforcer les fractures identitaires. Mais peut-être pourrait-on rétorquer à ceux qui s'opposent à une telle loi au motif qu'elle renforcerait les fractures identitaires, l'argumentaire selon lequel c'est vraiment sous-estimer celui à qui on s'adresse, que de considérer que c'est s'en prendre à son identité, en l'occurrence à son identité de musulman, que d'interdire le port d'une cage. Oui, en effet. D'une part, pardon, merci. Allez-y, on va finir sous la pluie. Allez-y. D'accord. Alors, d'une part, ce qu'il faut dire, c'est que ce type de voile n'est pas une propriété de l'islam en général. C'est une branche très particulière de l'islam qui a décidé de réactiver ou d'inventer, d'une certaine manière, cette pratique. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, sur la question de la loi, moi, je remettrai les choses encore un petit peu plus en amont par rapport à la question qu'on abordait tout à l'heure. Ce sera le mot de la fin, allez-y. Hein, allez-y. C'est la question du soin que l'on prête à la loi. Est-ce qu'on peut faire des lois pour communiquer? Est-ce qu'on peut faire des lois tout en sachant que les conditions d'applicabilité de celles-ci ne seront jamais garanties? Et la difficulté, en outre, c'est de se dire, est-ce qu'on peut faire une loi qui sera inévitablement comprise
comme visant un groupe particulier. Donc ce qui est aussi une mise en cause de l'affirmation du caractère nécessairement général de la loi et dans ses sources, donc la question de la souveraineté, et dans ses objets, c'est-à-dire qui elle vise, à qui elle s'adresse. Donc là, pour ma part, j'ai plutôt le sentiment que ce qui serait important d'un point de vue républicain, d'une part, c'est de se dire que la République, c'est un projet inachevé et donc il est tout à fait naturel de vouloir se donner de nouveaux instruments pour mieux l'inscrire dans le réel, mais qu'en même temps, ça passe pas forcément par une sorte d'inflation législative qui conduirait à faire des lois en fonction de circonstances très particulières. En l'occurrence, on sait qu'en France, selon les chiffres du ministère lui-même, il y aurait 1900 personnes qui seraient susceptibles de porter ce type de voile. On va rester sur ce sentiment et nous, on va continuer à discuter volontiers entre nous. Merci Patrick. De rien.